Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler de probabilité. Petit rappel déjà sur du vocabulaire. Qu'est-ce qu'une expérience aléatoire? Eh bien, au niveau collège, on appellera expérience aléatoire une expérience, quelque chose qui se passe pour lequel on ne peut pas connaître avec certitude le résultat qui va advenir. Alors, plus spécifiquement, on a tout de même besoin de savoir quels sont les résultats possibles, d'avoir une liste de résultats, sinon on est un peu embêté. Mais dès lors qu'on ne peut pas parier avec certitude sur un résultat, on parle d'expérience aléatoire. Petits exemples, si le professeur, moi-même, choisit un élève au hasard dans une salle pour l'interroger, c'est une expérience aléatoire, pour une très simple raison, c'est qu'aucun des élèves ne peut être certain d'être interrogé. Autre exemple aussi, si vous tirez un dé à 6 faces, vous pouvez tomber sur n'importe lequel des résultats entre 1, 2, 3, 4, 5 et 6, mais vous ne pouvez pas être certain du résultat sur lequel vous allez tomber. En revanche, le point sur lequel il faut faire attention, c'est le dernier. Si je choisis un élève au hasard dans la salle, mais qu'une élève, notamment Salma par exemple, a 5 fois plus de chances d'être interrogée que chacun des autres élèves, est-ce que c'est encore une expérience aléatoire? Mets en pause et réfléchis quelques instants. Vas-y, mets en pause, c'est important de réfléchir sur celui-là. C'est bon? Alors la réponse est oui, c'est encore une expérience aléatoire. Alors beaucoup de gens se disent, bah non, c'est plus du hasard, parce que si on devait parier, on parierait sur Salma, puisqu'elle a plus de chances que les autres. Ça reste du hasard, donc il faut y faire attention. On ne peut pas être certain que Salma soit choisie. Ça peut être n'importe qui d'autre. Donc, ça reste une expérience aléatoire. Par contre, on verra plus tard, quand on abordera la partie 2, que ce n'est pas une expérience équiprobable. Donc, on enchaîne. Qu'est-ce qu'une probabilité? Alors, ce n'est pas très pratique d'étudier les résultats en tant que tels. Et ce qu'on va faire, c'est on va donner un nombre qui va aller de 0 à 1 pour donner les chances, en fait, qu'un résultat se réalise dans une expérience. En sachant que si le résultat est 0, ça veut dire qu'il n'y a aucune chance que cela se réalise. On parlera d'événements impossibles. Vous avez un exemple. Si donc dans 30 secondes, tu te transformes réellement en licorne, on considérera que c'est un événement impossible. Voilà. Et donc la probabilité est 0. Il n'y a aucune chance que ça arrive. Et plus on va monter vers 1, plus on va se rapprocher de 1 qui est en fait 100%, et plus ça a des chances de réussir. Par exemple, si voilà, on est n'importe quel jour de la semaine, je ne sais pas à quel jour tu regardes cette vidéo, tu as une chance sur 7 qu'on soit lundi, une chance sur 7 en nombre à virgule, on est en dessous de 0,5, donc la probabilité qu'on soit un lundi, c'est ce nombre-là. Si tu tires à pile ou face, on dit qu'on a une chance sur 2 d'avoir pile ou d'avoir face. On va mettre un demi qui fait 0,5, 50%, donc qui est pile au milieu. D'avoir par exemple face, ou d'avoir pile dans mon exemple. Si tu te réveilles un matin voilà, et que tu te demandes au hasard comme ça si tu as cours aujourd'hui, normalement, tu n'as pas cours les week-ends, ça fait 2 jours sur 7 où tu n'as pas cours, tu as 5 jours sur 7 sur lesquels tu as cours, tu es au-delà de 1,5, tu es au-delà d'une chance sur 2, donc tu es plus proche de la droite, et donc ce sont la probabilité à peu près que tu aies cours le jour auquel tu te réveilles et que tu regardes cette vidéo. Et lorsque la probabilité est de 100%, on dit que la probabilité de 1 égale 100%, on dit que c'est un événement certain. Par exemple, la probabilité en lâchant un stylo qu'il tombe au sol est de 100% pour n'importe quel élève de cette planète. Ce ne serait pas vrai si on était dans l'espace, mais quand tu regardes cette vidéo, a priori, tu es sur Terre, donc ça reste de 100%. Les exemples classiques, donc si je choisis au hasard un élève dans la salle pour l'interroger et ça tombe sur toi, eh bien, la probabilité, si vous êtes 24 dans la salle, est de 1 sur 24. Si vous êtes 30, c'est du 1 sur 30. Tu as une chance sur 24 d'être choisi dans une classe à 24 élèves. Tu as une chance sur 30 d'être choisi dans une classe à 30 élèves. Et si tu n'es pas du tout dans la salle, évidemment, la probabilité est de 0. Là, je parle pour des élèves qui sont dans la salle. D'accord? Si, autre exemple, on tire donc le dé à 6 faces et le résultat est pair, la probabilité que ça arrive, on reverra plus tard, elle est de 3 chances sur 6. Puisqu'il y a 3 possibilités de résultats pairs, 2, 4 et 6 sur un dé, et il y a 6 possibilités en tout.
3 sur 6, si tu simplifies, tu tombes exactement sur 1,5. J'enchaîne encore avec du vocabulaire. En maths, ce qu'on appelle l'univers, c'est juste la liste de tous les résultats de base que l'on peut obtenir dans l'expérience aléatoire. Pour le lancer du dé, l'univers, c'est la liste des nombres 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Sur un lancer de pièces, l'univers, c'est juste pile, face. Sur un lancer de 2 pièces, si on lance 2 pièces et qu'on regarde les résultats, c'est première pile, seconde pile, suivi de première pile, seconde face, première face, seconde pile, et première face, seconde face. Autrement dit, l'univers, quand on lance 2 pièces, c'est pile-pile, pile-face, face-pile, face-face. Si on choisit un jour au hasard dans la semaine, l'univers, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. La liste de toutes les possibilités qui pourraient arriver. Ensuite, un événement. Un événement, c'est juste une liste de résultats possibles. Alors, c'est pas juste un seul résultat, c'est une liste. Par exemple, quand on lance un dé, obtenir 5 est un événement. Vous n'avez pas de souci, on est tous d'accord. Mais plus intéressant, obtenir un multiple de 3 est aussi un événement. Pourquoi? Puisque si on regarde la liste des résultats, obtenir un multiple de 3, quels sont les résultats possibles qui peuvent mener à ça? Il y a l'événement obtenir 3, il est bien dans la table de 3, et obtenir 6 en lançant le dé est aussi une possibilité, et c'est aussi dans la table de 3. Donc on a un événement, obtenir un multiple de 3, puisque finalement c'est juste obtenir l'un des deux résultats dans la liste 3, 6, soit 3, soit 6. Donc c'est bien un événement. Ensuite, événement élémentaire, aussi appelé issue dans certains bouquins, et pour être redondant, je vais dire issue élémentaire. C'est vraiment là, ce n'est plus une liste, hein, c'est vraiment un résultat de base, c'est-à-dire si vous faites une liste, il y a forcément un seul élément dedans. C'est vraiment l'un des résultats les plus simples qu'on peut obtenir. Par exemple, toujours dans le lancer de dés, j'avais dit que obtenir un multiple de 3 est un événement. Il n'est pas élémentaire. Quand on lance le dé, on ne voit pas marqué multiple de 3 sur le résultat. Par contre, obtenir 4 est un événement élémentaire. C'est vraiment un des résultats de base du dé. Obtenir 1 est un événement élémentaire. Obtenir 3 est un événement élémentaire. Voilà. Si on suit la logique, des événements élémentaires, ici pour le lancer de dé, il y en a 6. Il y en a un par résultat. Chaque résultat est un événement élémentaire. Donc si je résume, dans un dé, l'univers, c'est la liste de tous les nombres possibles, donc ici de 1 à 6. Un événement élémentaire, c'est un des résultats possibles du dé, un seul. Un événement, c'est une liste de ces résultats possibles. Tomber sur un multiple de 3 est un événement qui contient 2 événements élémentaires, 2 issues élémentaires, tomber sur 3 et tomber sur 6. Suite du vocabulaire, donc un événement certain. Pour le coup, on l'a déjà dit, c'est un événement qui a 100% de chance de se produire. Exemple, je vais respirer au moins une fois dans les 3 prochaines minutes. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, je peux essayer de m'empêcher de respirer, etc., etc. Vous pouvez, mais bon, en 3 minutes, a priori, vous ne survivrez pas si vous le faites. Un événement impossible, c'est un événement qui a 0% de chance d'arriver. Exemple, 0, 0, vraiment 0. Voir une pomme volante est un événement impossible. Alors, je ne parle pas de lancer une pomme, etc. Je parle vraiment de volante avec des petites ailes, on va dire, pour être clair, qui s'envole comme un ange. C'est un événement impossible. Probabilité 0. Petite remarque, il y a certains événements qui ne sont pas impossibles, mais quasi impossibles. Ce n'est pas au programme du collège. Par exemple, tomber sur la tranche en lançant une pièce. Vous allez me dire les probabilités, c'est 0,0000001. On a 1 sur 1 milliard ou même plus de chance de tomber sur la tranche. C'est un événement dit infinitésimal. Alors, au collège, on considérera qu'un tel événement est juste nul. Probabilité 0. On ne s'embête pas sur les trucs très près de 0. C'est pas le jeu de savoir, sinon tout devient très compliqué. Ensuite, j'enchaîne. Alors, des événements contraires. Là, on rentre dans un cas dans lequel il y a des pièges. 2 événements, et ça marche pour 2, on dit qu'ils sont contraires quand ils respectent 2 règles. La première des règles, c'est qu'ils ne peuvent pas arriver en même temps. Et surtout,
à eux deux, il faut que quand on réunit les deux événements, qu'on fait plus qu'une seule liste avec tout ce qu'il y a dans les deux événements, il faut qu'ils contiennent toutes les possibilités. Autrement dit, il ne peut pas y avoir de troisième événement qui n'était ni dans le premier ni dans le deuxième. C'est vraiment, à eux deux, ils ont toutes les possibilités, et par contre, ils n'arrivent jamais en même temps. Il faut vraiment respecter ces deux règles, c'est très important. Alors, petit exemple pour vérifier qu'on a bien compris, réfléchissez quelques instants, donc on lance une pièce, tomber sur pile, l'événement contraire est, mais en pause s'il le faut, oui bien sûr, tomber sur face. On vérifie. Si on tombe sur pile, on ne peut pas tomber sur face. Si on tombe sur face, on ne peut pas être tombé sur pile. Donc les deux événements ne peuvent pas arriver en même temps. Ça, c'est sûr. Et à eux deux, quand on réunit pile et face, on a bien toutes les deux possibilités. Donc le contraire de tomber sur pile, c'est bien tomber sur face. Maintenant, le contraire de tomber sur 6 en lançant un dé, c'est... Mettez en pause et réfléchissez bien. Le contraire de tomber sur 6 en lançant un dé est... Allez, faites-le. C'est bon, c'est fait? Si vous avez dit tomber sur 1, vous êtes tombé dans le piège. Parce que non, il faut faire vraiment attention aux deux règles qu'on a écrites. Il faut que les deux événements ne puissent pas arriver en même temps. Tomber sur 1 et tomber sur 6, c'est pas possible en même temps. Là n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est que tomber sur 1 et tomber sur 6, quand on les réunit ensemble, est-ce que ça contient toutes les possibilités? Pas du tout. Il manque 2, 3, 4 et 5. Donc le contraire de tomber sur 6, c'est pas du tout tomber sur 1. C'est tomber sur tout sauf 6. Votre ami, c'est dire tout sauf. Donc le contraire de tomber sur 6, c'est tomber sur tout sauf 6. Autrement dit, si on l'explicite, le contraire de tomber sur 6, c'est tomber sur 1, 2, 3, 4 ou 5. La liste ne contient pas juste l'un d'eux. La liste va contenir tous les autres. Tomber sur l'un des autres, évidemment, quand on va lancer, on va tomber sur un seul d'eux, mais la liste doit l'événement, la liste doit les contenir tous. Juste pour vous assurer que vous avez bien compris, je rappelle, un feu tricolore, c'est un feu qui a du rouge, de l'orange et du vert, pour les personnes qui n'auraient pas le même type de feu que ici. C'est quoi l'événement contraire de tomber sur le feu rouge? Eh bien, l'événement contraire est bien sûr le feu est soit vert, soit orange. Le contraire de le feu est rouge n'est pas le feu est vert en maths. Le contraire de le feu est rouge est le feu est tout sauf rouge. Autrement dit, vert ou orange. Alors on en arrive au grand 2. Grand 2, formule d'équiprobabilité. Qu'on soit au clair, que signifie équiprobabilité? Il y a deux morceaux à repérer dans le mot équi et le mot probabilité. Alors, c'est du latin. Equi veut dire égal. Vous savez depuis longtemps qu'un triangle équilatéral a ses trois côtés égaux. Et probabilité, bon, on connaît, c'est les probabilités. Donc, ça veut dire littéralement probabilité égale. Alors, qu'est-ce qu'une situation équiprobable? C'est une situation où tous les événements élémentaires, autrement dit tous les résultats de base, ont la même chance d'arriver. Donc là, c'est plus que du hasard. C'est pas juste du hasard dans lequel ça peut arriver, ça peut ne pas arriver, mais on ne sait pas trop. Non, ça peut arriver, mais chacun a les mêmes chances d'arriver. Là, je vous mets 4 exemples. Il y a évidemment un intrus. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Donc, je vais lister les 4 exemples et on verra qui est l'intrus. Si je lance un dé équilibré, autrement dit qu'il n'y a pas de trucage du dé, qu'il n'y a pas de plus de chances de l'un que de l'autre de tomber, c'est une situation équiprobable puisque chacun des résultats a les mêmes chances d'arriver. Ils ont tous une chance sur 6 de tomber. Le 1 tombe avec une chance sur 6, le 2 avec une chance sur 6, le 3 avec une chance sur 6, etc. Deuxième exemple. Si je choisis toujours un élève au hasard dans la salle, chaque élève a une chance sur 24 de tomber. Troisième exemple. Le professeur choisit un élève au hasard dans la salle, mais Salma a 5 fois plus de chances d'être interrogée. Quatrième exemple, on choisit un jour au hasard dans la semaine. Alors, l'intrus est le troisième. Le premier, voilà, on a la même chance pour chaque résultat D, c'est même dit dans le terme équilibré non truqué. Le deuxième, chaque élève a une chance sur 24, ok, c'est ça l'équiprobabilité. Le troisième, il y a des élèves qui ont plus de chances que d'autres, donc ça a beau être du hasard, ce n'est pas de l'équiprobabilité.
Enfin, le quatrième, on peut le discuter. Si on choisit un jour au hasard dans la semaine, c'est pas très bien dit comment c'est choisi au hasard. Est-ce qu'on tient le week-end ou pas? Si, voilà, a priori, quand rien n'est dit, c'est que c'est de façon équiprobable. Donc, on a une chance sur 7 de tomber sur le lundi, une chance sur 7 de tomber sur le mardi. Voilà. Après, voilà, quand on ne précise pas, c'est équiprobable, si la situation n'est pas claire. Autres exemples, dans le lancer de dés, chaque événement élémentaire a une chance sur 6. Vocabulaire un petit peu d'écriture de probabilité. Au lieu d'écrire la probabilité de tomber sur un 1 en lançant un dé est de une chance sur 6, qui fait une phrase longue, les mathématiciens ont trouvé un moyen de raccourcir l'écriture. À la place d'écrire la probabilité de tomber sur 1 en lançant un dé à 6 faces est de une chance sur 6, on va raccourcir tout ça. On ne précisera pas en lançant un dé à 6 faces, c'est marqué dans l'énoncé. À la place d'écrire la probabilité, on écrira juste la lettre P pour dire probabilité. Le 2, on utilisera la notation des fonctions que vous verrez plus tard, à moins que vous ne l'ayez déjà vu, avec des parenthèses. Donc quand on a parenthèse, c'est des 2. Et tomber sur 1, on l'écrira entre guillemets, puisque c'est la seule partie de phrase qui reste. On ferme la parenthèse et on va mettre un égal pour dire est 2. Enfin, une chance sur 6, on ne l'écrira pas en une chance sur 6, on l'écrira en fraction 1 sur 6. Donc au lieu d'écrire en toute phrase la probabilité de tomber sur 1 en lançant un dé à 6 faces est de une chance sur 6, trop long, on écrit P2 entre parenthèses tomber sur 1 égale 1 sur 6 en fraction. Le 2 n'étant pas dit, le 2 étant juste les parenthèses. On écrit P parenthèse tomber sur 1, fermer la parenthèse, égale 1 sur 6. À l'oral, quand on lit ça, on lit P2 tomber sur 1 est égal à 1 sur 6. Petit détail, les guillemets sont utiles uniquement parce que c'est le seul morceau qui reste vraiment une phrase, en fait, dans la phrase. Si vous oubliez les guillemets, c'est pas vraiment juste parce que vous faites comme si tomber sur 1 n'était pas une phrase. Vous faites comme si tomber sur 1 c'était une suite de lettres. Vous savez, en maths, il y a le calcul littéral. Quand on voit x, y, ça veut dire x fois y, où x et y représentent tous les nombres du monde. Là, tomber sur 1 écrit comme ça, s'il n'y avait pas les guillemets, ça voudrait dire T-O-M-B-E-R-S-U-R 1, ce qui voudrait dire la lettre T fois la lettre O, fois la lettre M, fois la lettre B, fois la lettre E, fois la lettre R, etc. Ce qui ne voudrait rien dire. Donc vraiment, on laisse des guillemets pour dire attention, ce morceau-là est une phrase écrite dans le calcul, mais une phrase, pas un calcul. Pour le lancer de pièces, chaque événement élémentaire a une chance sur 2 d'arriver. On écrit P parenthèse tomber sur pile entre guillemets égale 50% ou 0,5. Mais on ne le dit pas comme ça. Je vous laisse réfléchir quelques instants sur comment on le dit. Voilà. À l'oral, quand on lit ça, on dit P2 tomber sur pile est égal à 50%, est égal à 0,5. C'était donc du vocabulaire, juste. On rappelle, équiprobabilité, c'est quand on a les mêmes chances. Que chaque événement élémentaire, chaque résultat de base a les mêmes chances d'arriver. Dans ce cas, et uniquement lorsqu'il y a une équiprobabilité, on peut utiliser la formule d'équiprobabilité. Elle ne marche que si on a les mêmes chances. Cette formule, elle est assez connue. Elle dit que la probabilité d'un événement, la probabilité qu'un événement se réalise, c'est juste égal à la fraction dont le numérateur, donc en haut, est le nombre de cas favorables, c'est-à-dire le nombre de cas qui marchent, pour lequel l'événement est vrai, est réalisé, divisé par le nombre total de possibilités, c'est-à-dire le nombre où ça marche, mais aussi le nombre de cas où ça ne marche pas, tout réuni. Cette formule ne marche que lorsqu'il y a la même probabilité pour chacun des résultats élémentaires, pour chacune des issues de base. Par exemple, dans l'événement avec Salma tout à l'heure, qui avait 5 fois plus de chances d'être interrogée, c'est pas possible d'utiliser cette formule, en tout cas pas comme ça. Exemple par contre qui marche, tomber sur un nombre impair en lançant un dé, vu que chaque résultat du dé a les mêmes chances que les autres de tomber, on peut utiliser cette formule et vous le faites déjà, vous le saviez déjà. Combien d'événements rendent vraie la phrase « je tombe sur un nombre impair » en lançant le dé? Un dé c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça c'est le nombre total de possibilités, donc au dénominateur en bas c'est 6. Mais surtout, combien rendent vraie la phrase sur 1, 2, 3, 4, 5, 6?
nombre impair, 1 ça marche, 2 ça marche pas, 3 ça marche, 4 ça marche pas, 5 ça marche, 6 ça marche pas. Bon bah il y a 3 possibilités qui rendent vraie la phrase tomber sur un nombre impair. 3 chances sur combien au total? Sur 6. 3 chances sur 6. On écrit avec la notation. Alors lis-le à voix haute histoire de voir comment ça se dit. P, alors on dit pas P parenthèse guillemets nombre impair, hein, rappel. On dit P de nombre impair est égal à 3 sur 6. 3 sur 6 étant une fraction, on peut la simplifier. C'est tout dans la table de 3, donc on divise par 3. Ça fait 1 sur 2. Et ça, on peut le mettre en nombre, à virgule si on veut. Ça fait 50% ou 0,5. Jusque-là, on était sur du rappel de quatrième. Certains l'ont jamais vu, certains l'ont vu, ça dépend de vous. Mais c'était du niveau quatrième. Là, ce qui nous intéresse au niveau troisième, ce sont les expériences répétées 2 fois. Parce que dans la vie de tous les jours, il y a des expériences aléatoires, des choses dans lesquelles on ne connaît pas le résultat, mais dans lesquelles ce qui est intéressant, c'est pas tant de tester une fois et dire « Ah, tiens, j'avais une chance sur 6 ou une chance sur 4, ou que ça arrive. » Non, c'est qu'on essaie l'expérience, puis on la réessaie, puis on la réessaie, puis on la réessaie plusieurs fois, et on voit quelles sont les chances que non pas juste une seule chose arrive, mais plusieurs. Alors, quand on veut trouver les probabilités de base, entre guillemets, on utilise vraiment la formule des probabilités vue avant. Il n'y a pas, voilà, ce que je vais faire maintenant ne marche que pour les expériences qu'on répète. Quand on fait une seule expérience, même si elle a plusieurs résultats possibles, pas besoin de la suite. Mais quand on fait plusieurs expériences à la suite, on recommence des expériences, on lance un dé, puis on relance un dé, puis on lance un dé, puis on passe aux fléchettes, et donc il y a du hasard, puis encore du hasard, etc. Là, on va devoir utiliser ce qu'on appelle un tableau de probabilité. On verra aussi ce qu'on appelle les arbres de probabilité, en sachant que les arbres sont utiles pour le lycée, c'est important, mais ne sont plus au programme actuellement, à l'heure à laquelle je fais cette vidéo, du collège. Donc au collège, je vais vous le montrer, mais on n'attend plus de vous de les faire. Si vous les faites, que vous les maîtrisez très bien, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de comprendre le tableau. Les limites du tableau, c'est qu'il ne fonctionne que pour des expériences répétées 2 fois. Si on doit répéter 3 ou 4, 5, 6 fois une expérience, le tableau ne fonctionne pas du tout. L'arbre, par contre, lui, fonctionne très bien. Alors, l'idée avec l'arbre de probabilité, ça va être d'explorer toutes les possibilités. On va fonctionner en sorte de multivers, en quelque sorte. Pour ceux qui ont déjà vu des films avec des multivers, des univers parallèles, des choses comme ça. En fait, on va explorer tout ce qui se passe. Et pour ça, je vais donner un exemple classique de la vie de tous les jours, un peu simplifié tout de même. Imaginez que vous avez dans votre armoire 6 t-shirts et 3 pantalons. Parmi vos t-shirts, 3 sont rouges, 2 sont bleus et un seul est blanc. Parmi vos pantalons, 2 sont rouges et un seul est blanc. Vous vous levez le matin, il fait nuit, vous vous habillez, alors vous prenez un t-shirt, vous prenez un pantalon, évidemment vous êtes complètement habillé. Et quelles sont les chances qu'en sortant, vous découvrirez que vous êtes vraiment habillé de la même couleur de la tête aux pieds. Alors là, je ne vous demande pas juste quelles sont les possibilités. En gros, quelle est la liste de l'événement avoir une même couleur. On peut y réfléchir. Bon, bah, quelles sont les possibilités? Ou bien vous êtes tombé sur sur un t-shirt rouge et un pantalon rouge, donc vous êtes rouge-rouge. Ou bien vous êtes tombé sur un t-shirt blanc et un pantalon blanc. Blanc-blanc. Par contre, le bleu, c'est pas possible, il n'y a pas de pantalon bleu. Donc vous ne pouvez pas avoir bleu-bleu, ça c'est un événement impossible justement. Est-ce que c'est des coups probables? Non, malheureusement, puisqu'il y a plusieurs t-shirts rouges, moins de t-shirts bleus, un seul blanc. Donc l'événement avoir uniquement du rouge n'a pas les mêmes chances d'arriver que celui d'avoir uniquement du blanc. Donc ça complique un petit peu les choses. Par contre, si on ne regarde pas vraiment les couleurs, mais juste le numéro des t-shirts, qu'on a les numéros de 1 à 6 et les pantalons de 1 à 6, là, pour le coup, de tomber sur le t-shirt 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 ont les mêmes chances. Donc, si on s'intéresse à la numérotation, au numéro du t-shirt, on peut faire de l'équiprobabilité, mais c'est juste on ne fera pas l'équiprobabilité sur les couleurs. Alors, pour savoir ce qui va se passer, je vais commencer par l'arbre de probabilité, c'est plus facile à l'expliquer. Ensuite, je passerai au tableau qui, lui, est au programme. Pour faire un arbre, je commence par mettre une flèche de gauche à droite, en haut de mon arbre, qui va représenter un petit peu le temps. Et donc, sur cette flèche, je vais devoir mettre exactement ce qui va forcément se passer. Il faut vraiment se poser la première question.
Dans ces expériences aléatoires, il y a deux questions à se poser. C'est qu'est-ce qui va forcément se passer et qu'est-ce qui pourrait arriver mais que ce n'est pas certain. En gros, quelle est la partie certaine et quelle est la partie aléatoire. Et sur la frise du temps, il faut mettre les certitudes. Les certitudes, c'est que vous allez choisir, quoi qu'il arrive, un pantalon. Alors j'ai choisi de mettre le pantalon d'abord dans le temps, mais vous pouvez essayer de faire le même arbre en mettant le t-shirt d'abord, c'est possible. Donc vous allez forcément choisir un pantalon. Ensuite, dès que le pantalon est choisi, vous allez forcément, quoi qu'il arrive, choisir un t-shirt. Donc ça, on le met sur la frise du temps. Ensuite, on rajoute, bon, résultat final, c'est le bilan. Qu'est-ce qui se sera passé, on va voir juste après. Et probabilité, on verra, on va faire les calculs qui vont avec. Alors, tout à gauche de l'arbre, vous allez mettre une case départ. En gros, c'est de là qu'on part. Il ne s'est pour l'instant rien passé. Et on regarde notre flèche du temps. D'abord, quoi qu'il advienne, on va choisir un pantalon, c'est l'exercice qui le dit. Et donc, là, on va scinder en deux mondes. Le monde dans lequel j'aurais choisi un pantalon rouge et le monde dans lequel j'aurais choisi un pantalon blanc. On va les écrire, la liste de ces deux possibilités, l'une au-dessus de l'autre. Monde dans lequel j'ai choisi rouge, en dessous, monde dans lequel j'ai choisi blanc, et je trace un trait qui relie ma case départ à chacun de ces deux mondes possibles. Ensuite, il faut réfléchir. Il n'existe pas un seul monde dans lequel on a eu rouge, il faut faire attention. Il existe un monde dans lequel on a eu le premier pantalon rouge, et un monde dans lequel on a eu le deuxième pantalon rouge. Donc en fait, le trait rouge, en vrai, ça devrait être deux traits. Mais si on mettait deux traits rouges, ce serait très vite le bazar, il y aurait beaucoup trop de choses. Donc on va réunir ces deux traits en un seul, mais on va écrire sur la branche qu'il n'y a pas qu'un seul trait. On va écrire qu'il y a 2 chances sur 3 d'obtenir un pantalon rouge. Donc pour symboliser qu'en fait il y a 2 traits sur 3, et bon, au lieu de tracer 2 traits, parce que c'est trop long, on écrit 2 sur 3 à côté de la branche rouge pour dire qu'il y a 2 chances sur 3 en fait de choisir ce pantalon rouge. Pour le blanc, on a un seul pantalon blanc sur les 3, donc une chance sur 3, on écrit une chance sur 3. Voilà, dès que c'est fait, voilà, on a 2 mondes possibles. Le monde dans lequel on a choisi un pantalon rouge, le monde dans lequel on a choisi un pantalon blanc. Ensuite, on avance dans le temps. Explorons notre multivers. Que peut-il se passer maintenant? Quelle est la certitude? Déjà, on va choisir un t-shirt. La question, c'est quelles sont les incertitudes, quelles sont les possibilités. Il y a 3 possibilités. Soit le t-shirt est rouge, soit le t-shirt est bleu, soit le t-shirt est blanc. Maintenant, il va falloir faire attention, il y a déjà 2 mondes séparés. Donc pour chacun des 2 mondes, il va falloir écrire ces 3 possibilités. Étudions le cas où on était dans le monde où nous avons eu un pantalon rouge. Eh bien, dans ce monde-là, ou bien on a un t-shirt rouge, ou bien un t-shirt bleu ou blanc, donc on va écrire rouge, bleu, blanc. Et ça nous fait 3 possibilités qu'on va donc relier avec un trait au pantalon rouge que l'on a obtenu. En dessous, en partant du pantalon blanc, quelles sont les possibilités de t-shirt qui pourraient arriver? De même, comme ça ne dépend pas du pantalon qu'on a pris au hasard, il y a aussi possibilité d'avoir un t-shirt rouge, un t-shirt bleu ou un t-shirt blanc. Donc on va écrire rouge, bleu, blanc. Attention aux probabilités. Est-ce qu'on a les mêmes chances d'avoir un t-shirt rouge, bleu ou blanc? Pas du tout. Donc on écrit sur la branche les probabilités. Donc on a 3 chances sur 6 d'obtenir un rouge. Donc on écrit 3 sur 6 sur la branche qui mène du pantalon rouge au t-shirt rouge. 2 chances sur 6 d'obtenir un bleu, donc sur la branche qui relie entre pantalon rouge et t-shirt bleu, on met 2 sur 6. Et 1 chance sur 6 d'obtenir un t-shirt blanc, donc on écrit 1 sur 6 sur la branche qui mène du pantalon rouge au t-shirt blanc. De la même façon, en partant du pantalon blanc, il y a toujours 3 chances sur 6 d'obtenir un t-shirt rouge, 2 chances sur 6 d'obtenir un bleu, 1 chance sur 6 d'obtenir un blanc. Donc on écrit ces probabilités sur les branches. Faisons maintenant le bilan. Là, on voit qu'il y a eu 6 lignes à la fin, c'est-à-dire on est arrivé dans 6 mondes parallèles différents. Le premier, on a eu pantalon rouge, t-shirt rouge. Le second, pantalon rouge, t-shirt bleu. Le troisième, pantalon rouge, t-shirt blanc. Et de même, pantalon blanc, t-shirt rouge, pantalon blanc, t-shirt bleu, pantalon blanc, t-shirt blanc. Voilà, on a la liste des univers possibles. Très bien, ça nous donne la liste des issues, la liste des résultats élémentaires de l'expérience. Rouge, 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 bleu, rouge, blanc, blanc, rouge, blanc, bleu, blanc, blanc. La question c'est, est-ce qu'elles ont toutes les mêmes chances d'arriver? Et là, pas du tout. Rappelez-vous mes histoires de branches. Il y a des branches que j'ai réunies
mais qui normalement aurait dû être 2 branches séparées. Si on avait séparé, ça aurait été trop long, l'arbre aurait été énorme, impossible à écrire, ça aurait pris une page complète, l'horreur. Donc on avait réuni. La solution pour trouver les probabilités, ça va être de multiplier les probabilités. Donc encore une fois, on y revient, comme dans la distributivité, comme dans d'autres choses, les choses se multiplient. Si tu veux savoir la probabilité d'avoir un pantalon rouge puis un t-shirt rouge, il faut multiplier toutes les probabilités de la branche, des branches qui t'ont mené du départ jusqu'à l'arrivée. Si on va du départ jusqu'à l'arrivée, on est passé par la probabilité 2 tiers et par la probabilité 3 sixièmes. On fait 2 tiers fois 3 sixièmes. Rappel rapide des fractions, 2 fois 3, 6, 3 fois 6, 18. On multiplie juste le haut avec le haut et le bas avec le bas. Bilan, 6 chances sur 18 d'obtenir le premier résultat. Pour la suite, pareil, on multiplie. On a 2 chances sur 3 d'obtenir pantalon rouge, 2 chances sur 6 d'obtenir un t-shirt bleu. Bon, on fait 2 sur 3 fois 2 sur 6. 2 fois 2, 4. 3 fois 6, 18. 4 chances sur 18. Etc. On multiplie chacun comme ça des résultats et on obtient toutes les probabilités. Alors, je vous vois venir. Vous avez peut-être le réflexe de vouloir simplifier les fractions. C'est un excellent réflexe partout ailleurs, sauf ici. Ici, il faut attendre d'avoir répondu à la question pour simplifier les fractions. Parce que si on simplifie les fractions, peut-être qu'on aura besoin d'en additionner certaines d'entre elles, tu vas voir. Et si on a besoin d'en additionner entre elles, c'est pratique qu'elles aient le même dénominateur. Donc, on ne simplifie pas du tout les fractions dans un tableau, c'est très déconseillé. Attendez la phrase réponse. Donc, on revient à notre problème. On voulait la probabilité d'avoir la même couleur. Bon, l'événement avoir la même couleur contient 2 événements élémentaires qui sont obtenir rouge-rouge, haut rouge, bas rouge, et deuxième événement élémentaire, obtenir haut blanc, bas blanc. Si on veut la probabilité d'avoir la même couleur, il suffit juste d'additionner la probabilité d'avoir rouge et rouge avec la probabilité d'avoir blanc et blanc. Dans le tableau, ça fait 6 sur 18, auquel on rajoute 1 sur 18, et donc au total, ça nous fait 7 chances sur 18 d'obtenir un pantalon et un t-shirt d'exactement la même couleur. D'accord ? Il y a 6 cas sur 18, ce sera du rouge-rouge, et 1 cas sur 18, ce sera du blanc-blanc. 7 chances sur 18. Pour information, c'est un peu plus qu'un tiers de chance. Voilà. Alors, je vous ai dit que l'arbre était au programme du lycée. L'avantage de l'arbre, si on veut répéter une 3e fois l'expérience, donc après le pantalon et le t-shirt, on veut rajouter par exemple, des chaussettes de couleur rouge, bleu ou blanc, et on peut continuer comme ça. L'arbre va être de plus en plus grand. Faites attention, ça devient très vite énorme, un arbre. Mais ça a l'avantage de pouvoir faire bien plus que répéter 2 fois. L'autre technique, celle d'un programme de 3e, ne fonctionne que quand on répète que 2 fois une expérience. Donc c'est un peu limité, mais elle a l'avantage d'être un peu plus facile pour certains élèves, c'est de faire une table de probabilité. Alors qu'est-ce qu'une table de probabilité ? C'est une table de multiplication, ça c'est important. Comme en distributivité, quand on fait la version avec des rectangles, avec des tableaux, le tableau de probabilité, c'est une table de multiplication. J'explique comment le remplir. La première question à se poser, c'est quelles sont les choses dont on est sûr qu'elles vont arriver ? Ça, on va le mettre dans les titres. Alors, dans le titre de la première colonne, celle de gauche, qu'est-ce qu'on est sûr de faire ? On est sûr de choisir un t-shirt. Puisqu'on est sûr de choisir un t-shirt, on met dans la première colonne tous les choix de t-shirt possibles. Et dans le titre de cette colonne, c'est choix t-shirt, puisque c'est certain qu'on va choisir un t-shirt. Il y a combien de possibilités ? 3, soit rouge, soit bleu, soit blanc. On les met dans la première colonne. Dans le titre de la première ligne, quelle est l'autre certitude ? De choisir un pantalon. Donc on va mettre en ligne, choisir un pantalon. Dans les 2 colonnes liées à cette première ligne, on va écrire les 2 possibilités de pantalon, soit rouge, soit blanc. Et bien sûr, on va mettre les probabilités dans la case qui va avec. Donc, probabilité d'avoir un t-shirt rouge. Il y a 3 t-shirts rouges sur 6, on écrit 3 sur 6. D'avoir un t-shirt bleu, 2 sur 6, on écrit 2 sur 6. D'avoir un t-shirt blanc, 1 sur 6. Donc, on écrit 1 sur 6. Probabilité d'avoir un pantalon rouge, 2 sur 3, donc on écrit 2 sur 3. Probabilité d'avoir un pantalon blanc, 1 sur 3. Et maintenant, comment on remplit le reste du tableau ? Si je regarde la première ligne, c'est celle où j'ai choisi un t-shirt rouge. Et que je regarde la première colonne, c'est celle où j'ai choisi un pantalon rouge. Et l'endroit où elles se croisent, c'est-à-dire la première case vide pour l'instant,
ça va être le croisement de ces deux-là. C'est le cas où on aura choisi t-shirt rouge et pantalon rouge. Et pour avoir la probabilité, on va multiplier les deux probabilités. 3 sur 6 fois 2 sur 3. On fait le calcul, ça va donner 6 sur 18. Donc la probabilité d'avoir rouge-rouge, au rouge et bas rouge, est de 6 sur 18. De même, sur la ligne du t-shirt rouge et du pantalon blanc, on a juste à multiplier les probabilités. 3 sur 6 fois 1 sur 3, ça va donner 3 sur 18. Et ça va nous donner les probabilités d'avoir rouge, blanc, t-shirt rouge, pantalon blanc, etc., etc. On remplit tout le tableau. Si par exemple je veux la probabilité d'avoir un t-shirt bleu et un pantalon blanc, je vais regarder la ligne du t-shirt bleu et la colonne du pantalon blanc. 2 sur 6 fois 1 sur 3 et on va trouver 2 sur 18. Et comme tout à l'heure, si on veut calculer la probabilité d'avoir la même couleur, on cherche dans les cases du tableau qu'est-ce qui contient deux fois la même couleur. Ah, rouge-rouge, 6 sur 18. Blanc-blanc, 1 sur 18. On fait le total de tout ça et ça va nous donner 7 sur 18. Voilà la probabilité d'être habillé d'une seule couleur dans cette armoire spéciale. Donc voilà qui conclut la vidéo sur les expériences répétées deux fois en probabilité. Je m'adresse cette fois à mes élèves. Vous avez forcément besoin de vous entraîner sur les tableaux. Donc pour ça, faites la feuille de tableau de probabilité pas à pas. Premier exercice, c'est de savoir si oui ou non on a besoin du tableau, si oui ou non on peut l'utiliser. Donc faire attention, il y a des cas où on ne peut pas l'utiliser, les cas où l'expérience n'est faite qu'une seule fois, ou les cas dans lesquels l'expérience est faite plus de 2 fois, 3, 4, 5 fois. Voilà, donc il faut faire attention. Surtout s'entraîner à bien remplir le tableau. Pour ceux qui ne sont pas mes élèves, je vais essayer de mettre sur YouTube le document PDF. Je ne l'ai jamais fait, donc voyons si ça marche. Qui contient les tableaux pas à pas, ça peut peut-être vous aider. Bonne journée à toutes et à tous. Bon courage pour apprendre les tableaux de probabilité et s'y entraîner.